Mrs. C. s'arrêta de nouveau, et elle se leva brusquement. Sa voix paraissait ne plus lui obéir. Elle alla à la fenêtre, regarda silencieusement quelques minutes au dehors, ou peut-être ne fit-elle qu'appuyer son front contre la vitre froide. Je n'eus pas le courage de l'observer attentivement, car il m'était pénible d'observer la vieille dame en proie à son émotion. Aussi restai-je assis, muet, sans questionner, sans faire de bruit, et j'attendis, jusqu'à ce qu'elle revînt d'un pas mesuré s'asseoir en face de moi. « Bien, maintenant le plus difficile est dit. Et j'espère que vous me croirez si je vous affirme encore une fois, si je vous jure sur tout ce qui m'est sacré, sur mon honneur et sur la tête de mes enfants, que jusqu'à cette seconde-là, pas la moindre pensée d'une union avec cet inconnu ne m'était venue à l'esprit, que réellement j'étais sans volonté, et que, privé de conscience, j'étais tombée soudain comme par une trappe du chemin régulier de mon existence dans cette situation. Je me suis juré d'être véridique, envers vous et envers moi. Je vous répète donc encore une fois que c'est uniquement par la volonté presque exaspérée de secourir ce jeune homme, et non par un autre sentiment, par un sentiment personnel, que c'est donc tout à fait sans aucun désir et en toute innocence que je fus précipitée dans cette aventure tragique. Vous me dispenserez de vous raconter ce qui se passa cette nuit-là dans cette chambre. Je n'ai jamais oublié, ni n'oublierai aucune seconde de cette nuit. Car là, j'ai lutté avec un être humain pour sa vie. Oui, je le répète, dans ce combat, c'était une question de vie ou de mort. Chacun de mes nerfs sentait trop infailliblement que cet étranger, que cet homme déjà à demi perdu, s'attachait à la dernière planche de salut, avec toute l'ardeur et la passion de quelqu'un qui est mortellement menacé. Il s'accrochait à moi, comme celui qui déjà sent sous lui l'abîme. Quant à moi, je déployais toutes mes ressources, tout ce qu'il y avait en moi pour le sauver. On ne vit une heure pareille qu'une seule fois dans sa vie. Et cela n'arrive qu'à une personne parmi des millions. Moi non plus, je ne me serais jamais douté, sans ce terrible hasard, avec quelle force de désespoir, avec quelle rage effrénée, un homme abandonné, un homme perdu, aspire une dernière fois la moindre goutte d'écarlate de la vie. Éloigné pendant 20 ans comme je l'avais été de toutes les puissances démoniaques de l'existence, je n'aurais jamais compris la manière grandiose et fantastique dont parfois la nature concentre, dans quelques souffles rapides, tout ce qu'il y a en elle de chaleur et de glace, de vie et de mort, de ravissement et de désespérance. Et cette nuit fut tellement remplie de luttes et de paroles, de passion, de colère et de haine, de larmes de supplication, d'ivresse, qu'elle me parut durer 1000 ans. Et que nous, ces deux êtres humains qui chancelaient, enlacés vers le fond de l'abîme, l'un enragé de mourir, l'autre en toute innocence, nous sortîmes complètement transformés de ce tumulte mortel, différents, entièrement changés, avec un autre esprit et une autre sensibilité. Mais je n'en parlerai pas. Je ne peux ni ne veux le décrire. Je dois pourtant vous dire un mot de la minute inouïe que fut mon réveil le lendemain matin. Je m'éveillai d'un sommeil de plomb, d'une noire profondeur comme je n'en connus jamais. Il me fallut longtemps pour ouvrir les yeux, et la première chose que je vis fut au-dessus de moi le plafond d'une chambre inconnue, puis en tâtonnant encore un peu plus, un endroit étranger, ignoré de moi, affreux, dont je ne savais pas comment j'avais pu faire pour y tomber. D'abord, je m'efforçai de croire que ce n'était qu'un rêve, un rêve plus net et plus transparent, auquel avait abouti ce sommeil si lourd et si confus. Mais devant les fenêtres, brillait déjà la lumière crue et indéniablement réelle du soleil, la lumière du matin. On entendait monter les bruits de la rue avec le roulement des voitures, les sonneries des tramways et la rumeur des hommes. Et maintenant je savais que je ne rêvais plus, mais que j'étais éveillée. Malgré moi, je me redressai pour reprendre mes esprits, et là, en regardant sur le côté, là, je vis. Jamais je ne pourrais vous décrire ma terreur. Un homme inconnu dormant près de moi, dans le large lit. Mais c'était un inconnu, un parfait étranger, un homme demi-nu et que je ne connaissais pas.
Non, cette terreur, je le sais, ne peut se raconter. Elle me saisit si fort que je retombais inanimée. Mais ce n'était pas un évanouissement véritable, dans lequel on n'a plus conscience de rien. Au contraire. Avec la rapidité d'un éclair, tout fut pour moi aussi conscient qu'inexplicable, et je n'eus plus que le désir de mourir, de dégoût et de honte, à me trouver ainsi tout à coup avec un être absolument inconnu, dans le lit étranger d'un hôtel borgne et des plus suspects. Je m'en souviens encore nettement. Le battement de mon cœur s'arrêta. Je retins mon souffle, comme si j'avais pu par là mettre fin à ma vie et surtout à ma conscience, à cette conscience claire, d'une clarté épouvantable, qui percevait tout et qui cependant ne comprenait rien. Je ne saurais jamais combien de temps je restai ainsi étendu, glacé dans tous mes membres. Les morts ont sans doute une rigidité pareille dans leur cercueil. Je sais seulement que j'avais fermé les yeux et que je priais Dieu ou n'importe quelle puissance du ciel pour que tout cela ne fût pas vrai, pour que tout cela ne fût pas réel. Mais mes sens aiguisés ne me permettaient plus aucune illusion. J'entendis dans la chambre voisine des gens parler, de l'eau couler. Dehors, des pas glissaient dans le couloir et chacun de ces indices attestait implacablement le cruel état de veille de mes sens. Je ne puis dire combien de temps dura cette atroce situation. De telles secondes ne sont pas à la mesure de la vie ordinaire. Mais soudain je fus saisie d'une autre crainte. La crainte sauvage et affreuse que cet étranger, dont je ne connaissais même pas le nom, ne se réveillât et ne m'adressât la parole. Et aussitôt je sus qu'il n'y avait pour moi qu'une seule ressource, m'habiller, m'enfuir avant son réveil, n'être plus vue par lui, ne plus lui parler, me sauver à temps, m'en aller, pour retrouver de n'importe quelle manière ma véritable vie, pour rentrer dans mon hôtel et aussitôt par le premier train quitter cet endroit maudit, quitter ce pays pour ne plus jamais rencontrer cet homme, ne plus voir ses yeux, n'avoir pas de témoins, d'accusateurs et de complices. Cette pensée triompha de mon évanouissement. Très prudemment, avec les mouvements furtifs d'un voleur, je sortis du lit et je saisis à tâtons mes vêtements, en avançant pouce par pouce, pour ne surtout pas faire de bruit. Je m'habillai avec des précautions infinies, redoutant à chaque seconde son réveil, et bientôt j'étais prête, déjà j'avais réussi. Seul mon chapeau était encore de l'autre côté, par terre, au pied du lit. Et au moment où sur la pointe des pieds j'allais le ramasser, à cette seconde-là, je ne pus pas faire autrement. Malgré moi, il me fallut jeter encore un regard sur le visage de cet homme qui était tombé dans ma vie comme une pierre du haut d'une corniche. Je ne voulais jeter sur lui qu'un regard, mais chose bizarre, car le jeune inconnu qui dormait là était véritablement un étranger pour moi. Au premier moment, je ne reconnus pas du tout le visage de la veille. En effet, les traits tendus, crispés par la passion, convulsifs et bouleversés de l'homme mortellement surexcité étaient comme effacés. L'individu étendu là avait une autre figure, enfantine, celle d'un petit garçon, et qui rayonnait pour ainsi dire de pureté et de sérénité. Les lèvres, hier serrées et crispées sur les dents, rêvaient, doucement entr'ouvertes, et déjà à demi arrondies pour le sourire. Les cheveux blonds étalaient leurs boucles souples sur le front sans rides, et la respiration montant paisiblement de la poitrine parcourait le corps au repos de tout un jeu d'ondes tranquilles. Vous vous rappelez peut-être que je vous ai dit précédemment n'avoir encore jamais observé avec autant de force et à un degré aussi violemment accusé que chez cet inconnu, assis à la table de jeu, l'expression de l'avidité farouche et de la passion chez un homme. Et je vous dirai à présent que jamais, même chez les enfants qui ont parfois dans leur sommeil de nourrisson une lueur de sérénité angélique, je n'ai vu une pareille expression de pureté limpide, de sommeil véritablement bienheureux. Sur ce visage, tous les sentiments s'inscrivaient avec une plasticité sans pareille, et c'était maintenant une détente paradisiaque, une libération de toute lourdeur intérieure, une délivrance. À cet aspect étonnant, toute anxiété, toute peur tomba de moi comme un lourd manteau noir. Je n'avais plus honte, non. J'étais presque heureuse.
Cet événement terrible et incompréhensible avait soudain un sens pour moi. Je me réjouissais. J'étais fière à la pensée que ce jeune homme, délicat et beau, qui était couché ici, serein et calme comme une fleur, aurait été trouvé sans mon dévouement, quelque part contre un rocher, brisé, sanglant, le visage fracassé, sans vie et les yeux grands ouverts. Je l'avais sauvé. Il était sauvé. Et je regardais maintenant d'un œil maternel. Je ne trouve pas d'autre mot. Cet homme endormi à qui j'avais redonné la vie, avec plus de souffrance que lorsque mes propres enfants étaient venus au monde. Et au milieu de cette chambre crasseuse et garnie de vieilleries, dans ce répugnant et malpropre hôtel de passe, j'éprouvais tout à coup, aussi ridicule que ces mots vous paraissent, le même sentiment que si j'avais été dans une église, une impression bienheureuse de miracle et de sanctification. De la seconde la plus épouvantable que j'avais vécue dans toute mon existence, naissait en moi comme une sœur, une autre seconde, la plus étonnante et la plus puissante qui fût. Avais-je fait trop de bruit? Avais-je parlé sans m'en rendre compte? Je ne le sais pas. Mais soudain le dormeur ouvrit les yeux. Je fus effrayée et je reculai brusquement. Il regarda, surpris, autour de lui, tout comme je l'avais fait moi-même auparavant, et il parut sortir à son tour péniblement d'une profondeur et d'un chaos immense. Son regard fit, non sans effort, le tour de cette chambre étrangère et inconnue, puis il s'arrêta sur moi avec stupéfaction. Mais avant même qu'il pût parler ou retrouver tous ses esprits, je m'étais ressaisie. Il ne fallait pas lui laisser prononcer une parole, lui permettre une question, une familiarité. Rien de ce qui s'était passé hier et cette nuit ne devait se répéter, s'expliquer, se discuter. « Il faut que je m'en aille », lui signifiai-je rapidement. « Vous, restez ici et habillez-vous. À midi, je vous verrai à l'entrée du casino. Là, je m'occuperai de tout le nécessaire. » Et avant qu'il pût répondre un seul mot, je m'enfuis pour ne plus voir cette chambre. Et je courus sans me retourner hors de cette maison dont je savais aussi peu le nom que celui de l'inconnu avec qui j'y avais passé une nuit. Mrs. C. interrompit son récit, le temps de reprendre haleine. Mais toute tension et toute souffrance avaient disparu de sa voix. Comme une voiture qui monte d'abord péniblement la côte, mais qui, après avoir atteint la hauteur, redescend la pente en roulant, légère et rapide, son récit avait maintenant des ailes. Donc je courus à mon hôtel, par les rues emplies de la clarté matinale, l'orage ayant chassé du ciel au-dessus d'elle toute lourdeur, comme était dissipé en moi tout sentiment douloureux. En effet, n'oubliez pas ce que je vous ai précédemment raconté. Depuis la mort de mon mari, j'avais complètement renoncé à la vie. Mes enfants n'avaient pas besoin de moi, je ne m'intéressais pas à moi-même, et toute vie qui ne se voue pas à un but déterminé est une erreur. Or, pour la première fois, à l'improviste, une mission m'incombait. J'avais sauvé un homme, je l'avais arraché à la destruction en mettant en jeu toutes mes forces. Il ne restait plus qu'à triompher d'un petit obstacle pour mener cette mission à bonne fin. J'arrivai à mon hôtel, le regard du portier exprimant l'étonnement de me voir rentrer chez moi seulement à 9 heures du matin, glissa sur moi. De la honte et du chagrin que j'avais eus, rien ne subsistait plus en moi. Mais une renaissance soudaine de ma volonté de vivre, un sentiment neuf de la nécessité de mon existence, faisait couler dans mes veines un sang chaud et abondant. Arrivé dans ma chambre, je changeai rapidement de vêtements. Je quittai, sans m'en rendre compte, ce n'est que plus tard que je le remarquai, mon vêtement de deuil pour en prendre un plus clair. J'allai à la banque chercher de l'argent, je me rendis en hâte à la gare pour me renseigner sur le départ des trains. Avec une décision qui m'étonnait moi-même, j'arrangeai en outre quelques autres affaires et rendez-vous.
Il ne me restait plus qu'à assurer le retour dans son pays et le sauvetage définitif de cet homme que le destin m'avait confié. À vrai dire, il me fallait de l'énergie pour l'aborder maintenant. Car la veille, tout s'était passé dans l'obscurité, dans un tourbillon, comme quand deux pierres entraînées par un torrent se heurtent soudain. Nous nous connaissions à peine de vue, et je n'étais même pas certaine que l'étranger pût encore me reconnaître. La veille, ça avait été un hasard, une ivresse, la folie démoniaque de deux êtres égarés. Mais aujourd'hui, il fallait me livrer à lui plus ouvertement qu'hier, parce que maintenant, à la clarté impitoyable de la lumière du jour, j'étais forcée de l'aborder avec ma personne, avec mon visage, comme quelqu'un de bien vivant. Mais tout cela se fit plus facilement que je ne le pensais. À peine, à l'heure convenue, m'étais-je approchée du casino, qu'un jeune homme se leva d'un banc et courut au-devant de moi. Il y avait quelque chose d'aussi spontané, d'aussi enfantin, ingénu et heureux dans sa surprise que dans chacun de ses mouvements si expressifs. Il volait ainsi vers moi, avec dans le regard un rayon de joie reconnaissante et en même temps respectueuse, et dès que ses yeux sentirent qu'en sa présence les miens se troublaient, ils se baissèrent humblement. La reconnaissance, on la voit si rarement se manifester chez les gens, et même les plus reconnaissants ne trouvent pas l'expression qu'il faudrait. Ils se taisent tout troublés, ils ont honte et contrefoncent souvent l'embarras pour cacher leurs sentiments. Mais ici, dans cet être à qui Dieu, comme un sculpteur mystérieux, avait donné tous les gestes capables d'exprimer les sentiments d'une manière sensible, belle et plastique, le geste de la reconnaissance brillait comme une passion qui rayonnait de tout son corps. Il se pencha sur ma main, et la ligne délicate de sa tête d'enfant s'inclinant avec dévotion, il resta ainsi pendant 1 minute à me baiser respectueusement les doigts, en ne faisant que les effleurer. Puis il se recula, s'informa de ma santé, me regarda avec attendrissement, et il y avait tant de décence dans chacune de ses paroles qu'au bout de quelques minutes, toute inquiétude m'eut quittée. Et comme un reflet de mon propre allègement moral, le paysage brillait autour de nous, complètement apaisé. La mer, qui la veille se gonflait de colère, était si calme, silencieuse et limpide que l'on voyait briller de loin, très blanc, le moindre galet sous les petits flots ourlant le rivage. Le casino, cet abîme infernal, dressait sa clarté mauresque dans le ciel balayé de frais et comme damassé. Et le kiosque, sous l'auvent duquel la pluie battante nous avait contraints de nous réfugier, s'était épanoui en une boutique de fleuriste. Il y avait là, dans un pêle-mêle diapré et à foison, blanc, rouge, vert et multicolores, de larges bouquets de fleurs et de verdure que vendait une jeune fille à la blouse éclatante. Je l'invitai à déjeuner dans un petit restaurant. Là, le jeune inconnu me raconta l'histoire de sa tragique aventure. C'était l'entière confirmation de mon premier pressentiment, lorsque j'avais vu sur le tapis vert ses mains tremblantes et nerveusement agitées. Il descendait d'une famille de vieille noblesse de la Pologne autrichienne. Il se destinait à la carrière diplomatique. Il avait fait ses études à Vienne et 1 mois auparavant, il avait passé le premier de ses examens avec un succès extraordinaire. Pour fêter ce jour-là, et en guise de récompense, son oncle, un officier supérieur de l'état-major chez qui il habitait, l'avait emmené au Prater en fiacre, et ils étaient allés ensemble au champ de course. L'oncle fut heureux au jeu. Il gagna 3 fois de suite. Lestés d'un gros paquet de billets de banque ainsi acquis, ils allèrent dîner ensuite dans un élégant restaurant. Le lendemain, pour son succès à l'examen, le futur diplomate reçut de son père une somme d'argent égale à la mensualité qu'on lui faisait. 2 jours plus tôt, cette somme lui aurait semblé énorme, mais maintenant, après la facilité de ce gain, elle lui parut insignifiante et mesquine. Aussi, dès qu'il eut déjeuné, il retourna à l'hippodrome, paria passionnément et farouchement. Et son bonheur, ou plutôt son malheur, voulut qu'il quittât le Prater après la dernière course, avec le triple de son argent. Dès lors, la rage du jeu, tantôt aux courses, tantôt dans les cafés ou dans les clubs, s'empara de lui, dévorant son temps, ses études, ses nerfs et surtout ses ressources. Il n'était plus capable de penser, de dormir en paix et encore moins de se dominer. Une fois, c'était la nuit,
Rentré du club où il avait tout perdu, il trouva, en se déshabillant, un billet de banque oublié et tout froissé dans son gilet. Ce fut plus fort que lui. Il se rhabilla et rôda à droite et à gauche jusqu'à ce qu'il trouva dans un café des joueurs de dominos avec qui il resta jusqu'à la pointe de l'aube. Un jour, sa sœur, qui était mariée, vint à son aide en payant les dettes qu'il avait contractées auprès d'usuriers, empressés à ouvrir un crédit à l'héritier d'un grand nom. Pendant un certain temps, la chance le favorisa, mais ensuite, ce fut la déveine continuelle. Et plus il perdait, plus ses engagements non remplis et sa parole d'honneur donnée et non tenue exigeaient impérieusement pour le sauver des gains importants. Il y avait longtemps déjà qu'il avait donné en gage sa montre, ses vêtements, et finalement se produisit quelque chose d'épouvantable. Il vola à sa vieille tante dans une armoire 2 gros pendentifs qu'elle portait rarement. Il engagea l'un contre une forte somme, laquelle le soir même fut quadruplée par le jeu, mais au lieu de se retirer, il risqua le tout, et il perdit. Au moment de son départ en voyage, le vol n'était pas encore découvert. Aussi engagea-t-il le second pendentif, et obéissant à une inspiration subite, il prit le train pour Monte-Carlo afin de gagner à la roulette la fortune dont il rêvait. Déjà il avait vendu sa malle, ses habits, son parapluie. Il ne lui restait plus rien que son revolver avec 4 balles et une petite croix ornée de pierres précieuses que lui avait donnée sa marraine, la princesse de X, et dont il ne voulait pas se séparer. Et l'après-midi, il avait vendu cette croix pour 50 francs, uniquement afin de pouvoir le soir même essayer de goûter une dernière fois à la joie frémissante du jeu, à la vie ou à la mort. Il me racontait tout cela avec la grâce captivante de son être si vivant, si authentique, et j'écoutais, ému, ébranlé, fasciné. Et à aucun instant je ne songeais à m'indigner en pensant que cet homme qui se trouvait là à ma table était après tout un voleur. Si la veille, quelqu'un m'avait simplement insinué que moi, une femme au passé irréprochable, et qui exigeait dans sa société une dignité stricte et de bon ton, je serais un jour assise familièrement à côté d'un jeune homme totalement inconnu, à peine plus âgé que mon fils, et qui avait volé des pendentifs de perles, je l'aurais tenu pour un insensé. Mais à aucun moment de son récit je n'éprouvais un sentiment d'horreur. Il racontait tout cela si naturellement et avec une telle passion que son acte paraissait plutôt l'effet d'un état de fièvre, d'une maladie, qu'un délit scandaleux. Et ensuite, pour quelqu'un qui, comme moi, avait, la nuit passée, vécu des événements si inattendus, précipités comme une cataracte, le mot « impossible » avait perdu brusquement son sens. Dans ces 10 heures, l'expérience que j'avais acquise de la réalité était infiniment plus grande que celle que m'avaient procurée précédemment 40 ans de vie respectable. Cependant, quelque chose d'autre m'effrayait dans cette confession. C'était l'éclat fiévreux qui passait dans ses yeux et qui faisait vibrer électriquement tous les muscles de son visage lorsqu'il évoquait sa passion du jeu. En parler suffisait à l'exciter. Et avec une terrible netteté, son visage expressif traduisait ses moindres mouvements de tension, joyeux ou douloureux. Malgré lui, ses mains admirables, nerveuses et souples, redevinrent elles-mêmes, tout comme à la table de jeu, des rapaces, des êtres furibonds et fuyants. Je les vis, tandis qu'il racontait, frémir soudain aux articulations, se courber vivement et se crisper en forme de poing, puis se détendre et de nouveau se pelotonner l'une dans l'autre. Et au moment où il confessait le vol des pendentifs, elles mimèrent, ce qui me fit tressaillir malgré moi, bondissante et rapide comme l'éclair, le geste du voleur. Je vis véritablement les doigts s'élancer follement sur la parure et l'engloutir prestement dans le creux de la main. Et je reconnus, avec un effroi indicible, que cet homme était empoisonné par sa passion jusque dans la dernière goutte de son sang. La seule chose qui, dans son récit, m'émouvait et me terrifiait au plus haut point, c'était cet asservissement d'un homme jeune, serein et insouciant par nature, à une passion insensée.
Aussi je considérais comme mon devoir absolu de persuader amicalement mon protégé improvisé de quitter aussitôt Monte-Carlo où la tentation était très dangereuse. Il fallait que le jour même il partît retrouver sa famille, avant que la disparition des pendentifs fût remarquée et son avenir ruiné pour toujours. Je lui promis de l'argent pour le voyage et pour dégager la parure, mais seulement à la condition qu'il prît le train le jour même et qu'il me jurât sur son honneur qu'il ne toucherait plus une carte, ni ne participerait plus à aucun jeu de hasard. Je n'oublierai jamais la reconnaissance passionnée, d'abord humble, puis peu à peu s'illuminant, avec laquelle cet inconnu, cet homme perdu, m'écoutait. Je n'oublierai jamais la façon dont il buvait mes paroles lorsque je lui promis de l'aider. Et soudain il allongea ses 2 mains au-dessus de la table pour saisir les miennes avec un geste pour moi inoubliable comme d'adoration et de promesse sacrée. Dans ses yeux clairs, dont le regard était resté un peu égaré, il y avait des larmes. Tout son corps tremblait nerveusement d'une émotion de bonheur. J'ai déjà tenté à plusieurs reprises de vous décrire l'expressivité exceptionnelle de sa physionomie et de tous ses gestes. Mais celui-là, je ne puis le dépeindre, car c'était une béatitude si extatique et si surnaturelle qu'on n'en voit presque jamais de pareille dans une figure humaine. Elle n'était comparable qu'à cette ombre blanche qu'on croit apercevoir au sortir d'un rêve, lorsqu'on s'imagine avoir devant soi la face d'un ange qui disparaît. Pourquoi le dissimuler? Je ne résistais pas à ce regard. La gratitude rend heureux parce qu'on en fait si rarement l'expérience tangible. La délicatesse fait du bien. Et pour moi, personne froide et mesurée, une telle exaltation était quelque chose de nouveau, de bienfaisant et de délicieux. Et tout comme cet homme ébranlé et brisé, le paysage aussi, après la pluie de la veille, s'était magiquement épanoui. Lorsque nous sortîmes du restaurant, la mer tout à fait apaisée brillait magnifiquement, bleue jusqu'aux hauteurs du ciel, et seulement piquée de blanc là où planaient des mouettes dans un autre azur, au-dessus. Vous connaissez le paysage de la Riviera, n'est-ce pas? Il produit toujours une impression de beauté, mais un peu fade, comme une carte postale illustrée. Il présente mollement à l'œil ses couleurs toujours intenses, à la manière d'une belle, somnolente et paresseuse, qui laisse passer sur elle avec indifférence tous les regards, presque orientale dans son abandon éternellement prodigue. Cependant, parfois, très rarement, il y a des jours où cette beauté s'exalte, où elle s'impose, où elle fait crier avec énergie ses couleurs vives, fanatiquement étincelantes, où elle vous lance à la tête victorieusement la richesse bariolée de ses fleurs, où elle éclate et brûle de sensualité. C'était un pareil jour d'enthousiasme, qui alors avait succédé au chaos déchaîné de la nuit d'orage. La rue, lavée de frais, était toute brillante, le ciel était de turquoise, et partout dans la verdure saturée de sève, s'allumaient des bouquets, des flambeaux de couleurs. Les montagnes paraissaient soudain plus claires et plus rapprochées dans l'atmosphère calmée et baignée de soleil. Elles se groupaient, curieuses, le plus près possible de la petite ville scintillante et astiquée à plaisir. Dans chaque regard, on sentait l'invitation provocante et les encouragements de la nature qui vous saisissaient le cœur malgré vous. « Prenons une voiture, dis-je, et faisons le tour de la corniche. » Il acquiesça, enthousiaste. Pour la première fois depuis son arrivée, ce jeune homme paraissait voir et remarquer le paysage. Jusqu'à présent, il n'avait connu que la salle étouffante du casino, avec ses parfums lourds imprégnés de sueur, le tumulte de ces humains hideux et crémassants, et une mer morose, grise et tapageuse. Mais maintenant, l'immense éventail du littoral inondé de soleil était déployé devant nous, et l'œil allait avec bonheur d'un horizon à l'autre. Dans la voiture, nous parcourûmes lentement, l'automobile n'existait pas encore, ce magnifique chemin, en passant devant de nombreuses villas et de nombreuses personnes. 100 fois, devant chaque maison, devant chaque village ombragé dans la verdure des pins parasols, on éprouvait ce secret désir. Ici, qu'il ferait bon vivre, calme, content, retiré du monde.
Ai-je jamais été plus heureuse dans ma vie qu'à cette heure-là? Je ne sais pas. À côté de moi, dans la voiture, la veille encore étreint par les griffes de la fatalité et de la mort, et maintenant baigné par les rayons blancs du soleil, le jeune homme semblait rajeuni et allégé de plusieurs années. Il paraissait redevenu tout gamin, un bel enfant joueur, aux yeux ardents et en même temps plein de respect, en qui rien ne me ravissait autant que sa délicate prévenance, toujours en éveil. Si la côte était trop raide, et si le cheval avait du mal à traîner la voiture, il sautait lestement pour pousser derrière. Si je citais un nom de fleur, ou si j'en indiquais une le long du chemin, il courait l'accueillir. Il ramassa et porta avec précaution dans l'herbe verte, pour qu'il ne fût pas écrasé par la voiture, un petit crapaud qui, attiré par la pluie de la veille, se traînait péniblement sur le chemin. Et entre-temps, il racontait avec exubérance les choses les plus amusantes et les plus gracieuses. Je crois que la façon dont il riait était, pour lui, une sorte de dérivatif. Car autrement, il aurait été obligé de chanter, de sauter ou de faire le fou. Tant il y avait de bonheur et d'ivresse dans la soudaine exaltation de son attitude. Lorsque sur la hauteur nous traversâmes lentement un tout petit hameau, il tira poliment son chapeau d'un geste subit. Je fus étonné. Qui saluait-il là, lui un étranger parmi des étrangers? Il rougit légèrement à ma question et me dit, presque en s'excusant, que nous étions passés devant l'église. Et que chez lui, en Pologne, comme dans tous les pays strictement catholiques, on avait l'habitude dès l'enfance de se découvrir devant chaque église et devant chaque sanctuaire. Ce beau respect devant les choses de la religion m'émut profondément. En même temps, je me rappelais cette croix dont il m'avait parlé, et je lui demandais s'il était croyant. Lorsqu'avec une mine un peu honteuse, il m'eut avoué, modestement, qu'il espérait sa part de salut, une pensée me vint soudain. « Arrêtez !» criai-je au cocher. Et je descendis vite de la voiture. Il me suivit, surpris, en disant « Où allons-nous » Je répondis seulement « Venez avec moi ». Je retournai, accompagné par lui, vers l'église, petit sanctuaire campagnard construit en briques. Dans la pénombre, les murs intérieurs apparaissaient badigeonnés de chaux, gris et nus. La porte était ouverte, de sorte qu'un cône de lumière jaune se découpait nettement dans l'obscurité où l'ombre dessinait en bleu les contours d'un petit hôtel. 2 bougies nous regardaient, d'un œil voilé, dans le crépuscule imprégné d'un chaud parfum d'encens. Nous entrâmes. Il ôta son chapeau, plongea la main dans le bénitier purificateur, se signa et ploya le genou. Et à peine se fut-il relevé que je le saisis par le bras. « Venez !» fis-je énergiquement. « Allons vers un autel ou vers une de ces images qui vous sont sacrées. Vous allez y prononcer le serment que je vais vous dire. » Il me regarda, étonné, presque effrayé. Mais ayant vite compris, il s'approcha d'une niche où était une statue, fit le signe de la croix et s'agenouilla docilement. « Répétez après moi, fis-je en tremblant moi-même d'émotion. Répétez après moi. »« Je jure, répéta-t-il, puis je continuai, que je ne prendrai jamais plus part à un jeu de hasard, de quelque nature qu'il soit, et que je n'exposerai plus ma vie et mon honneur à cette passion. » Il répéta ces paroles en tremblant. Avec force et netteté, elles résonnèrent dans le vide absolu du lieu. Puis il y eut un moment de silence, si grand que l'on pouvait entendre au dehors le léger bruissement des arbres et des feuilles où le vent passait. Et soudain, il se prosterna comme un pénitent, et il prononça avec une extase toute nouvelle pour moi, en langue polonaise, très vite et sans interruption, des paroles que je ne comprenais pas. Mais ce devait être une prière extatique, une action de grâce, un acte de contrition, car cette confession tempétueuse courbait sans cesse sa tête, humblement, par-dessus l'appui du prie-Dieu. Toujours plus passionnés se répétaient les sons étrangers, et c'était toujours avec plus de véhémence qu'une même parole jaillissait de sa bouche, avec une indicible ferveur. Jamais auparavant,
Et jamais, depuis lors, je n'ai entendu prier de la sorte dans aucune église au monde. Ses mains étreignaient nerveusement le prie-dieu en bois. Tout son corps était secoué par un ouragan intérieur qui parfois le soulevait brusquement et parfois l'accablait dans une prosternation profonde. Il ne voyait ni ne sentait plus rien. Tout en lui semblait se passer dans un autre monde, dans un purgatoire de la métamorphose ou dans un élan vers la sphère du sacré. Enfin, il se leva lentement, se signa encore et se retourna avec peine. Ses genoux tremblaient, son visage était pâle comme celui de quelqu'un qui est épuisé. Mais lorsqu'il me vit, son œil rayonna, un sourire pur et véritablement pieux éclaira sa figure transportée. Il s'approcha de moi, s'inclina très bas à la russe et saisit mes 2 mains pour les toucher respectueusement du bout des lèvres. « C'est Dieu qui vous a envoyé vers moi. Je viens de l'en remercier. » Je ne savais que dire. Mais j'aurais souhaité que soudain, du haut de sa petite estrade, l'orgue se mit à retentir. Car je sentais que j'avais réussi en tout. Cet homme, je l'avais sauvé pour toujours. Nous sortîmes de l'église pour revenir dans la lumière radieuse et ruisselante de cette journée digne du mois de mai. Jamais le monde ne m'avait paru si beau. Pendant 2 heures encore, nous suivîmes en voiture, lentement, jusqu'au sommet de la montagne, le chemin panoramique, qui à chaque tournant offrait une nouvelle vue. Mais nous ne dîmes plus rien. Après cette effusion du sentiment, toute parole semblait faible. Et lorsque mon regard atteignait par hasard le sien, je me sentais obligée de le détourner avec confusion. C'était pour moi une émotion trop grande que de voir mon propre miracle. Vers 5 heures de l'après-midi, nous rentrâmes à Monte-Carlo. J'avais alors un rendez-vous avec des parents qu'il ne m'était plus possible de différer. Et à vrai dire, je désirais profondément une pause, une détente à cette violente exaltation de mon sentiment, car c'était trop de bonheur. Je sentais qu'il me fallait une diversion à cet état d'extase et d'ardeur excessive comme je n'en avais jamais connu de semblable dans mon existence. Aussi je priai mon protégé de venir avec moi à l'hôtel, seulement pour un instant. Là, dans ma chambre, je lui remis l'argent nécessaire pour le voyage et pour dégager la parure. Nous convînmes que pendant mon rendez-vous, il irait prendre son billet au chemin de fer, puis le soir à 7 heures, nous nous rencontrerions dans le hall de la gare, une demi-heure avant le départ du train qui, par Gênes, le ramènerait chez lui. Lorsque je voulus lui tendre les 5 billets de banque, ses lèvres devinrent d'une pâleur singulière. « Non, pas d'argent. Je vous en prie, pas d'argent. » fit-il entre ses dents, tandis que ses doigts tremblants se rétractaient, nerveux et agités. « Pas d'argent. Pas d'argent. Je ne puis pas le voir, » répéta-t-il encore une fois, comme physiquement terrassé par la crainte et le dégoût. Mais j'apaisai son scrupule en disant que ce n'était qu'un prêt, et que s'il se sentait gêné, il n'avait qu'à m'en donner un reçu. « Oui, un reçu, » murmura-t-il en détournant les yeux. Il froissa les billets de banque comme quelque chose de gluant qui salit les doigts. Il les mit dans sa poche sans les regarder, et il écrivit sur une feuille de papier quelques mots en traits précipités. Lorsqu'il leva les yeux, la sueur perlait à son front. Quelque chose semblait lutter violemment pour sortir de son être. À peine m'eut-il remis nerveusement ce bout de papier qu'il fut saisi d'un grand tremblement par tout le corps. Et soudain, malgré moi je me reculai, effrayé, il tomba à genoux et baisa l'ourlet de ma robe. Geste indescriptible. Sa véhémence sans pareille me fit trembler de part en part. Un étrange frisson me parcourut. Je fus toute troublée et je ne pus que balbutier. « Je vous remercie d'être si reconnaissant. Mais je vous en prie maintenant, partez. Ce soir à 7 heures, dans le hall de la gare, nous prendrons congé l'un de l'autre. » Il me regarda. Un éclat attendri mouillait son regard. Je crus qu'il voulait me dire quelque chose. Pendant un instant, il eut l'air de chercher à s'approcher de moi. Mais ensuite, il s'inclina soudain encore une fois, profondément, très profondément, et il quitta la chambre.
De nouveau, Mrs. C. interrompit son récit. Elle s'était levée, elle était allée à la fenêtre, elle regarda dehors et resta debout longtemps, sans bouger. Je voyais comme un léger tremblement dans la silhouette de son dos. Brusquement, elle se retourna avec fermeté. Ses mains, jusqu'alors calmes et indifférentes, eurent tout à coup un mouvement violent, un mouvement tranchant, comme si elle voulait déchirer quelque chose. Puis elle me regarda durement, presque avec audace, et elle reprit d'un seul coup. « Je vous ai promis d'être entièrement sincère. Et je m'aperçois combien nécessaire était cette promesse, car c'est à présent seulement, en m'efforçant de décrire pour la première fois d'une manière ordonnée tout ce qui s'est passé dans cette heure-là, et en cherchant des mots précis pour exprimer un sentiment qui alors était tout replié et confus. C'est maintenant seulement que je comprends avec netteté beaucoup de choses que je ne savais pas alors, ou que peut-être je ne voulais pas savoir. C'est pourquoi je veux dire, à moi-même comme à vous, la vérité, avec énergie et résolution. Alors, à cette heure-là, quand le jeune homme quitta la chambre et que je restai seule, ce fut comme un évanouissement qui s'empara lourdement de moi. J'eus la sensation d'un coup venant frapper mon cœur. Quelque chose m'avait fait un mal mortel, mais je ne savais pas, ou bien je refusais de savoir, de quelle manière l'attitude à l'instant si attendrissante et pourtant si respectueuse de mon protégé m'avait blessée si douloureusement. Mais aujourd'hui que je m'efforce de faire surgir tout le passé du fond de moi-même, comme une chose inconnue, avec ordre et énergie, et que votre présence ne tolère aucune dissimulation, aucune lâche échappatoire d'un sentiment de honte, aujourd'hui je le sais clairement. Ce qui alors me fit tant de mal, c'était la déception que ce jeune homme fût parti si docilement, sans aucune tentative pour me garder, pour rester auprès de moi. Qu'il eût obéi humblement et respectueusement à ma première demande, l'invitant à s'en aller, au lieu d'essayer de me tirer violemment à lui. Qu'il me vénérât uniquement comme une sainte apparue sur son chemin, et qu'il ne sentit pas que j'étais une femme. Ce fut pour moi une déception que je ne m'avouais pas, ni alors ni plus tard. Mais le sentiment d'une femme, c'est tout, sans parole et sans conscience précise. Car maintenant je ne m'abuse plus. Si cet homme m'avait alors saisi, s'il m'avait demandé de le suivre, je serais allée avec lui jusqu'au bout du monde. J'aurais déshonoré mon nom et celui de mes enfants. Indifférente au discours des gens et à la raison intérieure, je me serais enfuie avec lui, comme cette Madame Henriette avec le jeune Français que la veille elle ne connaissait pas encore. Je n'aurais pas demandé ni où j'allais, ni pour combien de temps. Je n'aurais pas jeté un seul regard derrière moi sur ma vie passée. J'aurais sacrifié à cet homme mon argent, mon nom, ma fortune, mon honneur. Je serais allée mendier. Et probablement il n'y a pas de bassesse au monde à laquelle il ne m'eût amené à consentir. J'aurais rejeté tout ce que dans la société on nomme pudeur et réserve. Si seulement il s'était avancé vers moi, en disant une parole ou en faisant un seul pas. S'il avait tenté de me prendre, à cette seconde, j'étais perdue et liée à lui pour toujours. Mais, je vous l'ai déjà dit, cet être singulier ne jeta plus un regard sur moi, sur la femme que j'étais. Et combien je brûlais de m'abandonner toute, je ne le sentis que lorsque je fus seule avec moi-même. Lorsque la passion, qui un instant auparavant exaltait encore son visage illuminé et presque séraphique, fut retombée obscurément dans mon être et se mit à palpiter dans le vide d'une poitrine délaissée. Je me levai avec peine.
Mon rendez-vous m'était doublement désagréable. Il me semblait que mon front était surmonté d'un casque de fer lourd et oppressant, sous le poids duquel je chancelais. Mes pensées étaient décousues et aussi incertaines que mes pas lorsque je me rendis enfin à l'autre hôtel, auprès de mes parents. Là, je restai assise, morne, au milieu d'une causerie animée, et j'éprouvais un sentiment d'effroi chaque fois que par hasard je levais les yeux et que je rencontrais ces visages inexpressifs qui, comparés à l'autre, animés comme par les ombres et les lumières d'un jeu de nuages, me paraissaient glacés ou recouverts d'un masque. Il me semblait être au milieu de personnes mortes. Si terriblement dépourvue de vie était cette société. Et tandis que je mettais du sucre dans ma tasse et que je disais quelques mots, l'esprit absent, toujours au-dedans de moi-même, surgissait, comme sous la poussée brûlante de mon sang, cette figure dont la contemplation était devenue pour moi une joie ardente, et que, pensée effroyable, dans 1 ou 2 heures je verrais pour la dernière fois. Sans doute, malgré moi, j'avais poussé un léger soupir ou un gémissement, car soudain la cousine de mon mari se pencha vers moi pour me demander ce que j'avais, et si je ne me trouvais pas bien, car j'avais l'air toute pâle et toute soucieuse. Cette question inattendue fut vite saisie par moi comme l'occasion de déclarer aussitôt qu'effectivement je souffrais d'une migraine, et je demandai la permission de me retirer discrètement. Ainsi, rendu à moi-même, je rentrai en toute hâte à mon hôtel. À peine y fus-je et m'y trouvai-je seule, que de nouveau j'éprouvai un sentiment de vide et d'abandon, et que le désir d'être auprès de ce jeune homme que je devais quitter aujourd'hui pour toujours m'étreignit avec fureur. J'allais, venais dans ma chambre, j'ouvrais sans motif des tiroirs, je changeais de costume et de ruban pour me retrouver brusquement devant le miroir, me demandant d'un œil inquisiteur si, ainsi paraît, je ne pourrais pas attacher son regard sur moi. Subitement, je me compris. Faire tout pour ne pas le quitter. Et dans 1 seconde, toute de véhémence, ce désir devint une résolution. Je courus trouver le portier de l'hôtel, lui annonçant que je partais aujourd'hui même par le train du soir. Et maintenant, il s'agissait de faire vite. Je sonnai la femme de chambre pour qu'elle m'aidât à préparer mes bagages, car le temps pressait, tandis qu'avec une commune hâte, nous entassions à qui mieux dans les malles, les vêtements et les menus objets usuels. Je me représentais par avance tout ce que serait cette surprise. Comment je l'accompagnerais jusqu'au train, et lorsqu'au tout dernier moment, il me tendrait déjà la main pour l'adieu final, comment je suivrais brusquement dans le wagon le jeune homme étonné pour être avec lui. Cette nuit-là, la nuit suivante, et tant qu'il me voudrait. Une sorte d'ivresse ravie et enthousiaste tourbillonnait dans mon sang. Parfois je riais très fort à l'improviste, tout en jetant les robes dans mes malles au grand étonnement de la femme de chambre. Mon esprit, je le sentais bien, n'était plus dans son assiette. Lorsque le commissionnaire vint pour prendre les malles, je le regardai d'abord d'un air de surprise. Il m'était trop difficile de penser aux choses positives, tandis que l'exaltation faisait déborder entièrement mon âme. Le temps pressait. Il pouvait être près de 7 heures. Il restait tout au plus 20 minutes jusqu'au départ du train. Je me consolais en songeant que ce n'était plus à une séparation et à un adieu que j'allais, puisque j'étais résolue à l'accompagner dans son voyage tant qu'il me le permettrait. Le commissionnaire prit mes malles et je me précipitai au bureau de l'hôtel pour acquitter ma note. Déjà le gérant me rendait l'argent, déjà j'étais prête à sortir lorsqu'une main toucha délicatement mon épaule. Je sursautai. C'était ma cousine qui, inquiète de mon prétendu malaise, était venue me voir. Mes yeux s'obscurcirent. Je n'avais vraiment que faire d'elle. Chaque seconde de délai signifiait un retard fatal. Cependant, la politesse m'obligeait à l'écouter et à lui répondre, au moins pendant un moment. « Il faut que tu te couches, insista-t-elle. À coup sûr, tu as de la fièvre. » Et c'était fort possible, car je sentais mes tempes battre avec une extrême violence, et parfois passer sur mes yeux ces ombres bleues qui annoncent l'approche d'un évanouissement. Mais je protestais. Je m'efforçais d'avoir l'air reconnaissante, tandis que chaque parole me brûlait et que j'aurais aimé repousser d'un coup de pied cette sollicitude si inopportune. Mais l'indésirable personne restait toujours. Elle m'offrit de l'eau de Cologne et voulut elle-même m'en rafraîchir les tempes.
pendant que moi je comptais les minutes, que ma pensée était pleine du jeune homme et que je cherchais un prétexte quelconque pour échapper à ses soins torturants. Et plus je devenais inquiète, plus je lui paraissais suspecte. C'est presque avec rudesse que finalement elle voulut m'obliger à aller dans ma chambre et à me coucher. Alors, au milieu de ces exhortations, je regardai soudain la pendule qui était au milieu du hall. Il était 7h28 et le train partait à 7h35. Brusquement d'un trait, avec la brutale indifférence d'une désespérée, je tendis la main à ma cousine sans autre explication en disant « Adieu, il faut que je parte ». Et sans me soucier de son regard de stupéfaction, sans me retourner, je me précipitai vers la porte de sortie, sous les yeux étonnés des employés de l'hôtel. Puis je courus dans la rue, vers la gare. À la gesticulation animée du commissionnaire qui attendait là avec les bagages, je compris déjà de loin qu'il était grand temps. Avec une fureur aveugle, je m'élançai vers la grille d'accès au quai, mais là, l'employé m'arrêta. J'avais oublié de prendre mon billet. Et pendant que presque avec violence, j'essayais de l'amener à me laisser malgré tout aller jusqu'à la voie, le train se mettait déjà en marche. Je regardais fixement, en tremblant de tous mes membres, pour saisir au moins encore un regard de l'une des fenêtres des wagons, au moins un geste d'adieu, un salut. Mais par suite de la marche rapide du train, il ne m'était plus possible d'apercevoir son visage. Les voitures roulaient toujours plus vite, et au bout d'une minute, il ne resta plus devant mes yeux obscurcis qu'un nuage de fumée noire. Sans doute je restai là, comme pétrifié. Dieu sait combien de temps, car le commissionnaire m'avait vainement adressé la parole à plusieurs reprises avant d'oser toucher mon bras. Ce dernier geste me fit tressauter de frayeur. Il me demanda s'il devait remporter les bagages à l'hôtel. Il me fallut quelques minutes pour me ressaisir. Non, ce n'était pas possible. Après ce départ ridicule et plus que précipité, je ne pouvais plus y revenir, je ne le voulais pas, jamais plus. Aussi, impatiente d'être seule, je lui ordonnai de mettre les bagages à la consigne. Ce n'est qu'ensuite, au milieu de la cohue sans cesse renouvelée des gens qui se pressaient bruyamment dans le hall et dont le nombre peu à peu diminua, que j'essayai de réfléchir avec clarté, au moyen d'échapper à cette douloureuse et atroce obsession de colère, de regret et de désespoir. Car pourquoi ne pas l'avouer, l'idée d'avoir, par ma propre faute, manqué cette dernière rencontre, me déchirait le cœur avec une acuité brûlante et impitoyable. J'aurais presque crié, tellement me faisait mal cette lame d'acier chauffée à blanc qui pénétrait en moi, toujours plus implacable. Seuls peut-être des gens absolument étrangers à la passion connaissent, en des moments tout à fait exceptionnels, ces explosions soudaines d'une passion semblable à une avalanche ou à un ouragan. Alors des années entières de force non utilisées se précipitent et roulent dans les profondeurs d'une poitrine humaine. Jamais auparavant, et jamais par la suite, je n'éprouvais une telle surprise et une telle fureur d'impuissance qu'en cette seconde où, prête à toutes les extravagances, prête à jeter d'un seul coup dans l'abîme toutes les réserves d'une vie bien administrée, toutes les énergies contenues et accumulées jusqu'alors, je rencontrai soudain devant moi un mur d'absurdité contre lequel ma passion venait inutilement buter. Ce que je fis ensuite ne pouvait qu'être absurde également. C'était une folie, même une bêtise, j'ai presque honte de le raconter. Mais je me suis promis, et je vous ai promis de ne rien vous celer. Je cherchais à le retrouver. C'est-à-dire, j'essayais d'évoquer chaque moment que j'avais passé avec lui. J'étais attirée violemment vers tous les endroits où la veille nous avions été ensemble. Vers le banc du jardin public, d'où je l'avais entraîné. Vers la salle de jeu, où je l'avais vu pour la première fois. Et même jusque dans cet hôtel borgne. Simplement pour revivre encore une fois, le passé. Et le lendemain, je voulais parcourir en voiture le même chemin le long de la corniche, afin que chaque parole, chaque geste, pût encore une fois revivre en moi. Tellement insensée, tellement puérile était la confusion de mon âme. Mais songez que ces événements s'étaient abattus sur moi comme la foudre,
Je n'avais guère senti autre chose qu'un coup brusque, un coup unique qui m'avait étourdi. Mais maintenant, brutalement sorti de ce tumulte, je voulais encore une fois revivre, pour en jouir rétrospectivement, bribe par bribe, ces émotions fugitives, grâce à cette façon magique de se tromper soi-même que nous appelons le souvenir. À vrai dire, ce sont là des choses que l'on comprend ou que l'on ne comprend pas. Peut-être faut-il avoir un cœur brûlant pour les concevoir. Ainsi, je me rendis d'abord dans la salle de jeu pour chercher la table où avait été sa place et pour y revoir par l'imagination, parmi toutes ses mains, les siennes. J'entrai. La table où je l'avais aperçue pour la première fois était, je le savais bien, celle de gauche, dans le second salon. Je revoyais chacun de ses gestes avec précision. Comme une somnambule, les yeux fermés et les mains tendues, j'aurais retrouvé sa place. J'entrai donc, et je traversai aussitôt la salle. Et là, lorsqu'après avoir franchi la porte, mon regard se fut tourné vers cette foule bruyante, il se produisit quelque chose de singulier. Là, exactement à l'endroit que je m'étais représenté, là, il se trouvait assis. Hallucination de la fièvre. Lui-même, en personne. Lui. Exactement tel que je venais de le voir en songe. Exactement tel qu'il était la veille, les yeux fixement dirigés sur la boule, blême comme un spectre. Mais lui. Indéniablement lui. Je fus sur le point de crier, si grand était mon effroi. Mais je contins ma frayeur devant cette vision insensée, et je fermai les yeux. « Tu es folle, tu rêves, tu as la fièvre, me disais-je. C'est absolument impossible, tu es hallucinée. Il est parti d'ici en chemin de fer il y a une demi-heure. » Alors je rouvris les yeux. Mais horreur! Exactement comme avant, il était assis, là, en chair et en os, indéniablement. J'aurais reconnu ses mains là parmi des millions d'autres. Non, je ne rêvais pas, c'était bien lui. Il n'était pas parti comme il me l'avait juré. L'insensé était resté. Il avait porté ici, au tapis vert, l'argent que je lui avais donné pour entrer chez lui. Et oubliant tout, dans sa passion, il était venu le jouer à cette table. Tandis que mon cœur au désespoir se brisait pour lui. Un sursaut de tout mon être me poussa en avant. La fureur remplit mes yeux, une fureur enragée dans laquelle je voyais rouge, un désir de saisir à la gorge le parjure qui avait si misérablement trompé ma confiance, mon sentiment, mon dévouement. Mais je me contraignis encore. Avec une lenteur voulue, quelle énergie ne me fallut-il pas? Je m'approchai de la table, juste en face de lui. Un monsieur me fit place poliment. 2 mètres de drap vert étaient entre nous deux, et je pouvais, comme au théâtre, du haut d'un balcon, observer tout à mon aise son visage. Ce même visage que 2 heures auparavant j'avais vu rayonnant de gratitude, illuminé par l'auréole de la grâce divine, et qui maintenant était redevenu la proie frémissante de tous les feux infernaux de la passion. Les mains, ces mains que cet après-midi encore j'avais vues étreindre pour le plus sacré des serments le bois du prie-Dieu, elles agrippaient à présent de nouveau en se crispant l'argent qui était autour d'elles comme des vampires luxurieux. Car il avait gagné. Il devait avoir gagné une forte, très forte somme. Devant lui brillait un amas confus de jetons, de louis d'or et de billets de banque, un pêle-mêle de choses placées n'importe comment dans lesquelles les doigts, ses doigts nerveux et frémissants s'allongeaient et se plongeaient avec volupté. Je les voyais tenir et plier en les caressant les divers billets, retourner et palper amoureusement les pièces de monnaie et ensuite brusquement en saisir une poignée et la jeter sur l'un des rectangles. Et aussitôt, les narines recommençaient à frémir par intervalles. L'appel du croupier détournait du tas d'argent ses yeux brillants de cupidité qui suivaient le mouvement furibond de la boule, et il était comme arraché à lui-même, tandis que ses coudes paraissaient littéralement cloués au tapis vert. La possession dont il était victime se manifestait d'une façon encore plus terrible et plus effrayante que la veille, car chacun de ses mouvements assassinait en moi
l'image brillant comme sur un fond d'or que j'avais emporté avec crédulité et qui m'habitait. Nous respirions donc à 2 mètres l'un de l'autre. Je le regardais fixement sans qu'il s'aperçût de ma présence. Il ne levait les yeux ni sur moi, ni sur personne. Son regard glissait seulement du côté de l'argent et vacillait avec inquiétude en observant la boule qui roulait. Ce cercle vert et furibond accaparait et affolait tous ses sens. Le monde entier, l'humanité entière s'était fondue pour lui dans ce rectangle de drap tendu. Et je savais que je pourrais rester là des heures et des heures sans qu'il se doutât seulement de ma présence. Mais je ne pus y tenir davantage. Dans une brusque résolution, je fis le tour de la table. J'allai derrière lui et ma main saisit brusquement son épaule. Son regard chavira. Pendant une seconde, il me dévisagea, les prunelles vitreuses et comme quelqu'un qu'on ne connaît pas, absolument pareil à un ivrogne qu'on a de la peine à secouer de son sommeil, et dont les yeux sont encore brouillés par les vapeurs grises et fumeuses qu'il y a en lui. Puis il sembla me reconnaître. Sa bouche s'ouvrit en tremblant. Il me regarda d'un air heureux et balbutia tout bas avec une familiarité où il y avait à la fois de l'égarement et du mystère. « Ça marche bien. » Je l'ai senti tout de suite en entrant et en voyant qu'il était là. Je l'ai senti tout de suite. Je ne compris pas ce qu'il voulait dire. Je remarquai seulement que le jeu l'avait enivré, que cet insensé avait tout oublié, son serment, son rendez-vous, l'univers et moi. Mais même dans cet état de possession, la lueur d'extase qu'il venait d'avoir en me voyant était si séduisante que malgré moi, je suivis le mouvement de ses paroles et que je lui demandai avec intérêt de qui il voulait parler. « Du vieux général russe qui est là, qui n'a qu'un bras », murmura-t-il en se pressant tout contre moi pour que personne n'entendît le secret magique. « Là, celui qui a des côtelettes blanches et un laquais derrière lui. Il gagne toujours, hier déjà je l'ai remarqué. Il a sans doute une martingale et je joue toujours comme lui. Hier aussi, il a toujours gagné. Seulement j'ai commis la faute de continuer à jouer lorsqu'il est parti. Ce fut ma faute. Hier, il doit avoir gagné 20 000 francs, et aujourd'hui aussi, il gagne chaque fois. Maintenant, je mise toujours d'après lui. Maintenant... » Au milieu de sa phrase, il s'interrompit brusquement, car le croupier cria à son ronflant « Faites vos jeux !» Et son regard se détourna comme aimanté, dévorant la place où était assis, grave et paisible, le Russe à barbe blanche, qui posa, avec circonspection d'abord, une pièce d'or, puis, après un moment d'hésitation, une seconde sur le 4e rectangle. Aussitôt les mains brûlantes qui étaient devant moi plongèrent dans le tas d'argent et jetèrent une poignée de pièces d'or au même endroit. Et lorsqu'une minute après le croupier cria « 0 » et que son râteau balaya d'un seul mouvement tournant toute la table, le jeune homme regarda stupéfait, comme si c'eût été un miracle, tout cet argent qui s'en allait. Vous penserez peut-être qu'il s'était retourné vers moi? Non, il m'avait complètement oublié. J'étais disparu, perdu, effacé de son existence. Tous ses sens exacerbés étaient fixés sur le général russe, qui, complètement indifférent, tenait dans sa main 2 nouvelles pièces d'or, incertain encore du numéro sur lequel il les placerait. Je ne saurais vous décrire mon amertume, mon désespoir. Mais vous pouvez imaginer ce que je ressentais. Pour un homme à qui l'on a donné toute sa vie, n'être pas plus qu'une mouche qu'une main indolente chasse avec lassitude. De nouveau, une vague de fureur enragée passa sur moi. J'étreignis son bras avec tant de violence qu'il sursauta. « Vous allez vous lever tout de suite », lui murmurai-je tout bas, mais d'un ton d'autorité. « Rappelez-vous le serment que vous avez fait aujourd'hui dans l'église, misérable parjure que vous êtes. » Il me regarda, touché et tout pâle. Ses yeux prirent soudain l'expression d'un chien battu. Ses lèvres tremblèrent. Il sembla se rappeler brusquement tout le passé et être saisi par une sorte d'horreur de lui-même. « Oui, oui, bégaya-t-il. Oh, mon Dieu, oui, je viens, pardonnez-moi. » Et déjà sa main rassemblait tout l'argent, rapidement d'abord, avec des mouvements larges et énergiques.
mais ensuite avec une indolence de plus en plus grande, et comme s'il eût été retenu par une force contraire. Son regard était retombé sur le général russe qui, précisément, était en train de miser. « Un moment encore, fit-il en jetant très vite 5 pièces d'or sur le même rectangle. Rien que cette seule partie. Je vous jure qu'ensuite je m'en irai. Rien que cette seule partie. Rien que... » Et de nouveau sa voix expira. La boule avait commencé à rouler, l'emportant dans son mouvement. De nouveau le possédé venait de m'échapper. Il s'était échappé à lui-même, entraîné par la gyration de la boule minuscule qui sautait et bondissait dans la cuvette polie. Le croupier cria un numéro. Le râteau agrippa devant lui les 5 pièces d'or. Il avait perdu, mais il ne se retourna pas. Il m'avait oublié, ainsi que son serment, ainsi que la parole qu'il venait de me donner 1 minute auparavant. Déjà sa main avide plongeait en se crispant dans le tas d'argent diminué, et son regard ivre était entièrement accaparé par son vis-à-vis, porte-bonheur, qui magnétisait sa volonté. Ma patience était à bout. Je le secouai encore une fois, mais maintenant avec violence. « Levez-vous immédiatement. À l'instant même, vous avez dit que ce serait la dernière partie. » Alors se produisit quelque chose d'inattendu. Il se retourna soudain. Cependant, le visage qui me regardait n'était plus celui d'un homme humble et confus, mais celui d'un furieux, ivre de colère, dont les yeux brûlaient et dont les lèvres frémissaient de rage. « Fichez-moi la paix !» rugit-il comme un tigre. « Allez-vous-en, vous me portez malheur. Toujours quand vous êtes là, je perds. Ça a été le cas hier et aujourd'hui encore. Allez-vous-en !» Je fus un moment comme sidéré. Mais ensuite, devant sa folie, ma colère déborda elle aussi. « Je vous porte malheur, moi ?» l'apostrophai-je. « Menteur, voleur, vous qui m'avez juré !» Mais je m'arrêtai là, car l'enragé bondit de sa place et me poussa en arrière, indifférent au tumulte qui s'élevait. « Fichez-moi la paix !» s'écria-t-il d'une voix forte, sans aucune retenue. « Je ne suis pas sous votre tutelle. Voici votre argent !» Et il me jeta quelques billets de 100 francs. « Mais maintenant, laissez-moi tranquille !» Il avait crié cela très fort, comme un fou, indifférent à la présence des centaines de gens qui étaient autour de lui. Tout le monde regardait, chuchotait, insinuait des choses, riait, et même de la salle voisine s'approchaient de nombreux curieux. Il me semblait que l'on m'arrachait mes vêtements et que j'étais là, toute nue, devant ces gens pleins de curiosité. « Silence, madame, s'il vous plaît !» dit d'une voix forte et autoritaire le croupier, en frappant sur la table avec son râteau. C'était à moi que s'adressaient les paroles de ce médiocre personnage. Humiliée, couverte de honte, j'étais là, exposée à cette curiosité murmurante et chuchotante, comme une prostituée à qui l'on vient de donner de l'argent. 200, 300 yeux insolents étaient là à me dévisager. Et, comme en m'écartant, courbant le dos sous cette averse immonde d'humiliation et de honte, je tournais les regards de côté. Voici que, devant moi, je rencontrai 2 yeux que la surprise rendait presque tranchants. C'était ma cousine, qui me regardait d'un air égaré, la bouche ouverte et la main levée, comme sous l'effet de la terreur. Cela me donna comme un coup de fouet. Avant qu'elle eût pu bouger, se remettre de sa surprise, je me précipitai hors de la salle. J'eus encore assez de force pour aller tout droit jusqu'au banc. Le même banc où la veille ce possédé s'était effondré. Et aussi faible, aussi épuisé et brisé que lui, je me laissai tomber sur le bois dur et impitoyable. Il y a maintenant 24 ans de cela. Et cependant, quand je pense à ce moment où j'étais là, fustigé par ces insultes, sous les yeux de 1000 inconnus, mon sang se glace dans mes veines. Et je sens de nouveau avec effroi quelle substance faible, misérable et lâche doit être ce que nous appelons avec emphase l'âme, l'esprit, le sentiment, la douleur, puisque tout cela, même à son plus haut paroxysme, est incapable de briser complètement le corps qui souffre, la chair torturée. Puisque malgré tout le sang continue de battre, et que l'on survit à de telles heures, au lieu de mourir et de s'abattre,
comme un arbre frappé par la foudre. La douleur ne m'avait rompu les membres que pour un moment, le temps de recevoir le choc, de sorte que je tombais sur ce banc, hébété, à bout de souffle, avec pour ainsi dire l'avant-goût voluptueux de ma mort nécessaire. Mais je viens de le dire, toute souffrance est lâche. Elle recule devant la puissance du vouloir vivre qui est ancrée plus fortement dans notre chair que toute la passion de la mort ne l'est dans notre esprit. Chose inexplicable à moi-même, après un tel écrasement des sentiments, je me relevai malgré tout. À vrai dire, sans savoir que faire. Et soudain je me rappelai que mes malles étaient à la gare. Dès lors, je n'eus plus qu'une pensée, partir, partir, partir d'ici. Simplement partir, loin de cet établissement maudit, infernal. Je courus à la gare sans faire attention à personne. Je demandai l'heure du premier train pour Paris. À 10 heures, me dit l'employé, et aussitôt je fis enregistrer mes bagages. 10 heures. Il y avait donc exactement 24 heures depuis cette affreuse rencontre. 24 heures tellement remplies par une tempête qui avait déchaîné les sentiments les plus insensés, que mon âme en était brisée pour toujours. Mais d'abord je ne sentis qu'une seule parole, dans ce rythme éternellement martelé et vibrant. Partir, partir, partir. Les pulsations de mes tempes enfonçaient sans cesse comme un coin ce mot-là dans ma tête. Partir, partir, partir. Loin de cette ville, loin de moi-même, rentrer chez moi, retrouver les miens, ma vie d'autrefois, ma vie véritable. Je passais la nuit dans le train, j'arrivais à Paris, là j'allais d'une gare à l'autre et directement je gagnais Boulogne, puis je me rendis de Boulogne à Douvres, de Douvres à Londres et de Londres chez mon fils. Tout cela avec la rapidité d'un vol, sans réfléchir, sans penser à rien, pendant 48 heures, sans dormir, sans parler, sans manger. 48 heures pendant lesquelles toutes les roues ne faisaient que répéter en grinçant ce mot-là, partir, 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 partir. Lorsqu'enfin, sans être attendu par personne, j'entrai dans la maison de campagne de mon fils, tout le monde eut un mouvement d'effroi. Il y avait sans doute dans mon être, dans mon regard, quelque chose qui me trahissait. Mon fils s'avança pour m'embrasser, j'eus un mouvement de recul devant lui. La pensée m'était insupportable qu'il touchât des lèvres que je considérais comme souillées. J'écartai toute question, je demandai seulement un bain, car c'était un besoin pour moi de purifier mon corps, abstraction faite de la grâce du voyage, de tout ce qui paraissait encore y rester attaché, de la passion de se posséder, de cet homme indigne. Puis je me traînai jusque dans ma chambre et je dormis pendant 12 ou 14 heures d'un sommeil de bête ou de pierre, comme je n'en ai jamais eu ni avant ni depuis. Un sommeil qui m'apprit ce que c'est que d'être couché dans un cercueil et d'être mort. Ma famille s'inquiétait pour moi comme pour une malade. Mais leur tendresse ne réussissait qu'à me faire mal. J'avais honte. J'étais honteuse de leur respect, de leur prévenance, et je devais sans cesse me surveiller pour ne pas leur crier soudain combien je les avais tous trahis, oubliés, presque abandonnés, sous le coup d'une passion folle et insensée. Ensuite, je me rendis dans une petite ville française au hasard, où je ne connaissais personne, car j'étais poursuivie par l'obsession que tout le monde pouvait, à mon aspect, au premier coup d'œil, s'apercevoir de ma honte et de mon changement, tellement je me sentais trahie et salie jusqu'au plus profond de l'âme. Parfois, en m'éveillant le matin dans mon lit, j'avais une crainte terrible d'ouvrir les yeux. Le souvenir m'assaillait brusquement de cette nuit où je m'éveillais soudain à côté d'un inconnu, d'un homme demi-nu. Et alors, tout comme la première fois, je n'avais plus qu'un seul désir, celui de mourir aussitôt. Malgré tout, le temps a un grand pouvoir, et l'âge amortit de façon étrange tous les sentiments. On sent qu'on est plus près de la mort. Son ombre tombe, noire, sur le chemin. Les choses paraissent moins vives. Elles ne pénètrent plus aussi profond et elles perdent beaucoup de leur puissance dangereuse. Peu à peu, je me remis du choc éprouvé. Et quand de longues années après, je rencontrai un jour en société l'attaché de la légation d'Autriche, un jeune Polonais, et qu'à une question que je lui posai sur sa famille, il me répondit qu'un fils de l'un de ses cousins, précisément, s'était suicidé 10 ans auparavant à Monte-Carlo. Je ne sourcillai même pas. Cela ne me fit presque plus mal. Peut-être même
Pourquoi nier son égoïsme? Cela me fit-il du bien, car ainsi disparaissait tout danger de le rencontrer encore. Je n'avais plus contre moi d'autres témoins que mon propre souvenir. Depuis, je suis devenue plus paisible. Vieillir n'est au fond pas autre chose que n'avoir plus peur de son passé. Et maintenant vous comprendrez pourquoi je me suis décidée brusquement à vous raconter ma destinée. Lorsque vous défendiez Madame Henriette et que vous souteniez passionnément que 24 heures pouvaient changer complètement la vie d'une femme, je me sentis moi-même visée par ces paroles. Je vous étais reconnaissante parce que pour la première fois je me sentais pour ainsi dire confirmée. Et alors j'ai pensé que peut-être en libérant mon âme par l'aveu, le lourd fardeau et l'éternelle obsession du passé disparaîtraient et que demain il me serait peut-être possible de revenir là-bas et de pénétrer dans la salle où j'ai rencontré ma destinée, sans avoir de haine ni pour lui ni pour moi. Alors la pierre qui pèse sur mon âme sera soulevée. Elle retombera de tout son poids sur le passé et l'empêchera de ressurgir encore une fois. Cela m'a fait du bien d'avoir pu vous raconter cela. Je suis maintenant soulagée et presque joyeuse. Je vous en remercie. À ces mots, je m'étais levée soudain, voyant qu'elle avait fini. Avec un peu d'embarras, je cherchais à dire quelque chose, mais elle s'aperçut sans doute de mon émotion et rapidement elle coupa court. « Non, je vous en prie, ne parlez pas. Je ne voudrais pas que vous me répondiez ou me disiez quelque chose. Soyez remerciés de m'avoir écouté. Et faites bon voyage. » Elle était debout en face de moi, et elle me tendit la main en manière d'adieu. Sans le vouloir, je regardai son visage, et il me parut singulièrement attendrissant. Le visage de cette vieille dame qui était là, devant moi, affable et en même temps légèrement gênée. Était-ce le reflet de la passion éteinte? Était-ce la confusion qui soudain colorait d'une rougeur inquiète et croissante ses joues jusqu'à la hauteur de ses cheveux blancs? Toujours est-il qu'elle était là comme une jeune fille, pudiquement troublée par le souvenir et rendue honteuse par son propre aveu. Émue malgré moi, j'éprouvais un vif désir de lui témoigner par une parole ma déférence. Mais mon gosier se serra. Je m'inclinai profondément et baisai avec respect sa main fanée, qui tremblait un peu, comme un feuillage d'automne.